Donc c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir comment procéder pour créer des personas. Donc les personas, on va voir ce que c'est. Et puis je vais essayer de vous donner une méthodologie et des informations sur comment est-ce qu'on fait concrètement pour créer un buyer persona ou un user persona. On en parle souvent de cette technique marketing qui est pas si simple que ça. Et qui a pourtant une véritable utilité. Donc je reprends. Atelier numérique, tout ce que vous devez savoir sur les personas. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des personas? Quel est l'objectif de cette méthodologie, de cette technique marketing? C'est de connaître sa cible. Le besoin de connaître sa cible. Le numérique a terriblement complexifié le comportement des consommateurs. D'accord. La compréhension et l'analyse du coup du parcours d'achat de ces internautes, elle devient difficile. Notamment parce que l'internaute va pouvoir avoir des chemins, un cheminement qui va combiner à la fois l'online et le offline. Et du coup, on commence à arriver sur des chemins qui sont très diverses et très variés. Et donc, du coup, c'est plus difficile à analyser que le comportement classique du client qui rentre chez son commerçant de proximité il y a 20 ou 25 ans. Hein, il arrive, il rentre dans le magasin, il choisit un produit, il le paye et il sort. Maintenant, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. En tout cas, il y a d'autres chemins qui existent. En 2024, il ne suffit plus de créer un produit ou de concevoir un service pour séduire sa cible, notamment parce que il y a profusion d'offres sur internet et que les internautes, eh ben, ils vont juste avoir l'embarras du choix. Donc aujourd'hui, en termes marketing, l'approche, elle va même être complètement inversée. On va commencer par identifier sa cible. On va essayer de comprendre son mode de fonctionnement et ses problématiques avant de concevoir une solution qui permet d'y répondre. D'accord. Donc le client est roi et une multitude de choix s'offrent à lui. Sur internet, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une profusion d'offres et donc de ce fait, le prospect, le client va être encore plus exigeant et encore plus intransigeant sur la qualité du produit ou de la solution que vous allez lui proposer. Alors dans le jargon marketing, c'est ce qu'on appelle faire sa révolution copernicienne, c'est-à-dire que vous devez vous convaincre que le monde ne tourne pas autour de votre entreprise, le monde ne tourne pas autour des produits que vous vendez ou des services que vous proposez, mais il tourne autour de vos clients. Et donc la priorité numéro 1 de votre entreprise, c'est de s'intéresser à ses clients. Et plus vous en savez sur ses clients, et mieux ce sera. Quand on essaye de définir sa cible, il y a plusieurs erreurs classiques à éviter. Des erreurs que j'ai déjà rencontrées in real life, hein, avec des entrepreneurs où en échangeant, je me rends compte qu'ils se laissent berner par des biais cognitifs classiques que vous devez connaître et que vous devez chercher à tout prix à éviter. Le premier est le suivant, c'est penser que votre produit ou que votre service peut servir à tout le monde. Voilà. Tout le monde peut en avoir besoin de mon produit.
D'accord? Ça, c'est un discours que j'ai déjà entendu. Or, je vous le dis tout de suite, clairement, tout le monde n'est pas prêt à dépenser de l'argent pour votre produit ou votre service. D'accord? Pensez que votre produit peut intéresser n'importe quelle personne de 9 à 99 ans, toutes problématiques confondues, c'est une erreur. D'accord? Chaque partie de la population a ses préférences, son mode de vie, ses habitudes, ses problématiques, ses besoins, ses attentes. Voilà. Et donc, considérer que son produit peut intéresser toute la population, c'est vouer sa stratégie à l'échec dès le départ. OK? Donc non, votre produit ne peut pas servir à tout le monde et c'est normal d'ailleurs, hein, faut pas le prendre mal, c'est parfaitement normal. Par contre, l'objectif, c'est si vous avez conscience que votre produit ne peut pas servir à tout le monde, eh beh, il faut être capable d'identifier les segments de clientèle à qui ça va pouvoir plaire. Donc ça, c'était, l'erreur numéro 1. L'erreur, numéro 2, qui est, quelque chose, de naturel, hein, chez l'humain, c'est d'essayer de suivre, vos intuitions et votre façon de fonctionner. C'est-à-dire que c'est un peu comme, se dire: «Mes clients, ils sont comme moi, donc je sais ce qu'ils aiment». Bah, désolé, mais non. Même si effectivement il y a certains segments de clientèle qui peuvent vous ressembler un petit peu, en réalité, la grande majorité de vos clients et de vos cibles ont une personnalité qui leur est propre et qui est parfois diamétralement opposée à la vôtre. Donc si vous définissez vos cibles en considérant la façon dont vous fonctionnez vous-même intérieurement, vous allez perdre votre temps, d'accord? Il faut vraiment vous sortir de l'esprit de cette façon de procéder et de réfléchir en disant: «Qu'est-ce que moi je ferais?» Non. Vous allez devoir, au contraire, vous baser sur des données pragmatiques, des données statistiques concrètes et factuelles qui vont vous permettre d'identifier comment les autres fonctionnent et vous allez voir que c'est parfois complètement différent de la façon dont vous auriez fait et c'est parfaitement normal. Erreur numéro 3 lorsque vous essayez de définir votre cible, c'est d'essayer de, cibler un public trop large, hein. Je veux toucher un maximum de clients potentiels. En fait, privilégier la quantité à la qualité, c'est une erreur classique en marketing. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la cible est large et plus c'est difficile de répondre aux attentes, d'une, cible qui est aussi large et de toutes les personnes qui la composent. Et généralement, pour des petites structures, c'est encore plus vrai parce que ça mène à la dispersion du temps et des ressources et in fine, à une perte d'argent. Donc pour une petite structure, pour une entreprise, type TPE ou petite PME, il vaut bien mieux essayer de se concentrer sur des segments beaucoup plus serrés, mais avec un plus gros potentiel, d'accord? Ça vous permettra, de mieux qualifier, de qualifier plus facilement votre segment, de clientèle et ensuite de, pouvoir vous poser la question: «Est-ce que vous décidez d'inclure ce segment dans votre ciblage ou non?» Pour prendre un exemple, d'un sujet que j'ai déjà traité cette année et peut-être que vous étiez présent dans cet atelier, dans ce webinaire, ça concerne le référencement naturel. Souvent, j'explique: «Attention, à la requête, sur laquelle vous vous positionnez, parce que si elle est trop large, bah, vous allez effectivement potentiellement avoir, plus de gens qui vont venir sur votre site internet, mais par contre, vous allez, pas forcément avoir un taux de conversion qui va augmenter. Vous allez juste avoir un peu plus de visites, et il vaut peut-être mieux, b qualifier un petit peu plus la requête, avoir un petit peu moins de trafic et par contre avoir du trafic qui convertit. Voilà. OK? Donc attention à ne pas cibler un public trop large. Dites-vous bien qu'il y a d'autres problématiques aussi évidemment. Plus vous avez, un segment large et plus il est difficile de trouver des données fiables qui vont vous permettre, de le qualifier.
Le nombre de caractéristiques devient de plus en plus grand et il est de plus en plus difficile d'analyser les interactions sous-jacentes entre ces caractéristiques pour définir différents segments. Voilà. Donc nous, on n'a pas les yeux plus gros que le ventre et on va essayer plutôt de resserrer ces segments parce qu'ils vont être plus faciles à créer. Allez, erreur numéro 4, ne pas tenir compte des attentes de vos clients. Voilà, la satisfaction du client, c'est le but ultime de toute entreprise. Donc, ignorer les problématiques et les attentes de vos clients pour définir le positionnement d'un service ou d'un produit, c'est une grave erreur. Je vous ai mis les 3 types d'attentes classiques. Euh, donc, je vous invite à les noter. Vous avez évidemment le facteur pratique. Donc là, on va être sur le prix de la solution, sur sa disponibilité, sur les fonctionnalités qu'elle propose et sur la facilité d'utilisation. On va avoir le facteur émotionnel, où là, vous allez toucher à quelque chose qui n'a pas vraiment de raison, hein. C'est plus sur le ressenti et sur l'émotion, hein. Certaines personnes, certains clients vont fonctionner comme ça et vont être prêts à acheter quelque chose alors que rationnellement, ce ne serait pas forcément une bonne idée. Et puis vous avez également le facteur social, donc en fonction des valeurs de vie et du mode de vie de vos clients. Donc quand on va essayer de définir les segments de clientèle, l'objectif, hein, in fine, c'est de faire ce qu'on appelle une proposition de valeur. D'accord? La proposition de valeur, c'est qu'est-ce que vous vendez et pourquoi est-ce que le client il irait plutôt acheter chez vous que chez quelqu'un d'autre ou à la concurrence? Qu'est-ce qui fait que votre entreprise est différente? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, en tant que client, j'ai envie d'acheter chez vous et pas chez le concurrent? C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Et c'est important de se poser cette question. Comment faire pour se démarquer de la concurrence? OK, alors j'ai parlé tout à l'heure, de, travailler sur des données, statistiques concrètes, pour, faire vos segments de clientèle. Et ben, on va commencer déjà par parler de la collecte de ces données, puisqu'il faut bien commencer par là. On a dit, on travaille sur des, données, cohérentes, existantes, et donc du coup, il faut les collecter ces données. Parce que si vous n'en avez pas, bah, ça ne va pas sortir de votre imagination. En tout cas, ça ne doit pas sortir de votre imagination. Donc la collecte, de données, c'est une étape fondamentale dans toute stratégie marketing efficace. Cette collecte, elle consiste à recueillir des informations, sur vos clients et vos prospects pour mieux comprendre leurs besoins et leur comportement d'achat. Voilà. L'enjeu de cette collecte d'informations, c'est évidemment mieux connaître ses clients et ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, d'accord? Les personas, c'est une technique qui permet de mieux connaître vos segments de clientèle et de, mieux répondre à leurs besoins. Alors, comment est-ce qu'on fait pour collecter des informations? Bah, il existe différentes techniques, de collecte que je vais vous donner. Je vais vous donner aussi 2-3 petits tips, 2-3 petites applications qui existent sur le marché, vous pourrez aller regarder. Hem, mais grosso modo, numéro 1, je vous invite à aller consulter les avis clients des services et produits concurrents. Déjà, pour commencer, ça peut être, un bon point de départ. Allez voir sur, la concurrence, ce que les clients pensent, des, produits ou des services qui sont proposés par la concurrence. Et vous allez avoir déjà des petites informations sur, leurs besoins, sur ce qu'ils pensent, sur les points positifs, les points négatifs et cetera. Évidemment, essayez de vous immiscer dans les différents groupes de discussion qui peuvent exister, sur les réseaux sociaux, d'accord? Ces groupes de réseaux sociaux sont très intéressants. C'est relativement facile à, rejoindre, hein, je pense notamment au groupe Facebook.
allez, sur, voilà, je sais pas moi, vous, vendez, du matériel, de sport, de course à pied, ben, rejoignez un groupe de, personnes qui font de la course à pied et regardez de quoi ils parlent, et quelles sont leurs problématiques, quels sont, leurs besoins. Vous pouvez également réaliser des enquêtes ou des sondages, hein, soit online, soit par téléphone. Donc ça, ces enquêtes d'opinion, ces sondages, ils sont très importants. C'est pas très facile, de réussir à faire répondre, les gens. Néanmoins, il existe, la possibilité de faire du donnant-donnant. C'est-à-dire que vous demandez à, un client, de répondre, à votre sondage et en échange, vous lui donnez un petit quelque chose, hein. Vous faites un peu de baiting, comme on dit, dans le jargon et ça vous permet, de récupérer des informations très précieuses. Donc il ne faut pas hésiter à donner quelque chose en échange. Alors, vous pouvez également analyser les suggestions des moteurs de recherche. Alors ça, c'est une technique que j'ai trouvée très intéressante. C'est-à-dire que quand vous faites une requête sur un moteur de recherche, vous voyez souvent que, en tout cas sur Google, c'est comme ça, que vous avez toute une liste de suggestions, de questions, similaires qui ont été posées de façon récurrente par les internautes. Et ben, si vous êtes malin, vous tapez une requête qui correspond plus ou moins, hem à, ce que vous auriez tapé vous pour accéder à à un produit ou à un service tel que celui que vous souhaitez, commercialiser et vous regardez ce que les autres internautes ont tapé dans leur moteur de recherche pour accéder à ce même type de service et vous pourriez être surpris de l'approche de certains, internautes, hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure, il y en a, ils vont fonctionner d'une façon qui est complètement opposée à la vôtre et vous devez quand même prendre cette façon de procéder en considération. Numéro 5, consultez les forums de votre thématique. Donc, oui, les forums de discussion existent toujours, hein, donc n'hésitez pas à les rejoindre et à identifier les questions récurrentes qui sont posées par les internautes sur ce type de forum. N'hésitez pas à consulter les études et analyses sectorielles. Alors je vous donne un exemple, par exemple, ce sont les chiffres clés de Lyon qui sont édités par la CCI. Vous pouvez aller les télécharger, sur notre site internet. Vous pouvez également aller sur le site de l'INSEE, d'accord? Et sur, d'autres sites, d'instituts de sondage qui vont, alors ils ne donnent pas l'intégralité des informations, mais vous pouvez récupérer de la data qui peuvent, vous servir. Si vous avez un logiciel de gestion relation client, eh ben, surtout travailler sur ces données, les données qu'on appelle transactionnelles. Donc là, vous allez avoir des informations sur le panier moyen, vous allez avoir des retours, clients, via, les tickets SAV, ce genre de choses pour essayer, de, bien comprendre, ce que pensent vos clients et comment ils fonctionnent. Et vous avez également la possibilité de faire de l'analyse de données comportementales. Donc là, on va plutôt être sur, les sites web, les réseaux sociaux, les applications, sur téléphone et vous pouvez, regarder en détail, qui vient sur votre site internet, sur quelle page il navigue, sur quel bouton il clique, combien de temps il reste et cetera et cetera. Ça vous donne de la donnée comportementale qui a une, haute valeur ajoutée. Petit conseil, je vous mets, une URL là. Alors j'ai fait, un petit raccourci, enfin une URL raccourcie pour éviter, qu'elle soit trop longue. Donc, vous pouvez la noter, si vous le souhaitez ou vous regarderez sur, le replay que je mettrai en ligne. Mais, là, c'est, un article qui a été publié sur le site de BPI France et qui vous donne tout plein de conseils sur comment est-ce qu'on fait une étude de marché. Et bah, concrètement, si vous êtes curieux, allez regarder ça, c'est très intéressant et il y a, un nombre de références et de liens vers des analyses sectorielles, vers des études qui ont déjà été faites, qui sont, voilà, très intéressants et de haute valeur ajoutée. Attention à la qualité de vos données. Voilà, l'objectif, c'est pas de collecter, un maximum de données, c'est de collecter des données qui sont utiles, qui vont vous servir
Et c'est là la difficulté de l'exercice. Vous devez, effectivement, on nage dans un océan de données aujourd'hui en 2024. Vous devez être capable d'identifier quelles sont les données qui vont vraiment vous servir. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on veut définir un segment cible, on doit se poser la question de qu'est-ce qui caractérise ce segment. Et pour vous aider, je vous ai fait ce schéma-là que je trouve relativement clair et qui vous permet de diviser les critères, les attributs en 4 parties. Donc, vous avez des critères comportementaux. Donc, par exemple, quel terminal mon client utilise pour aller sur Internet? Est-ce que c'est un ordinateur? Est-ce que c'est un smartphone? Est-ce que c'est une tablette? Est-ce que il va sur internet depuis, sa télé, depuis, sa console de jeu, depuis sa montre connectée? Je ne sais pas. Combien de temps il passe, heu, sur internet? Combien de visites il fait sur tel et tel site? Combien de pages de mon site il a vu? Et quel est son parcours de navigation? Est-ce qu'il est arrivé directement sur mon site internet? Est-ce qu'il a cliqué sur un lien en provenance, d'un réseau social? Voilà. Tout le genre de questions que je peux me poser, au niveau comportemental. Je vais avoir également des critères, géographiques. Donc là, on va parler du climat. Donc le climat, c'est là où est-ce qu'il habite. Est-ce qu'il habite dans le sud de la France et il fait chaud et il fait beau? Ou, est-ce qu'il habite, dans le nord et il fait froid et il pleut? D'accord? Est-ce que, il habite, en ville? Est-ce qu'il habite en métropole? Est-ce qu'il habite à la campagne? Est-ce que, il vient me voir, la semaine, pendant qu'il est au travail? Est-ce qu'il vient me voir la semaine après le travail ou est-ce qu'il vient me voir plutôt le week-end? Voilà, ça, ce sont les critères, dits géographiques. Ensuite, on a des critères démographiques. Donc là, le genre de la personne, son âge, sa catégorie socio-professionnelle, en gros. Et puis, à ne pas négliger non plus les critères psychographiques. Donc là, on va être plus sur la personnalité du client et ses intérêts, hein. On a vu, un peu, tout à l'heure, les différents types d'attentes, du client. Donc là, quels sont ses intérêts? Est-ce que, il veut, il va être très exigeant sur le prix, de ce qu'il achète ou est-ce que plutôt il fonctionne à l'émotion, il est en catégorie CSP+ et il compte pas et il est prêt à dépenser beaucoup d'argent, pour quelque chose, qui va pas forcément, être, très utile, pour améliorer, sa condition de vie? Donc ces 4 critères, retenez-les, et vous allez pouvoir les utiliser pour, travailler sur les attributs de, vos personas. Alors les bonnes pratiques de collecte, je fais un petit point là-dessus, hein, on se rappelle quand même que, les données personnelles des clients sont protégées, dans l'Union européenne par le RGPD. Et que du coup, on ne fait pas n'importe quoi quand on collecte de l'information. Parce que souvent, pour faire, la désignation de cible et de la segmentation, ben, on va devoir, collecter des données personnelles. Donc rappelez-vous toujours, consentement et transparence, vos prospects doivent être informés de la finalité de la collecte de leurs données. Voilà, et on leur demande une autorisation éclairée. On respecte la confidentialité et on ne partage pas ces données avec un tiers sans consentement et on se contente des données qui ont une véritable utilité, hein. Ces données, elles doivent être utiles, elles doivent être précises, elles doivent être complètes, pertinentes, fiables, exactes et actuelles. D'accord? Hein, si vous avez des données qui datent d'il y a 10 ans, concrètement, il va falloir aller en chercher d'autres, hein. Alors, je vous ai mis, le nom de quelques applications, qui sont réputées pour être, très efficaces pour la collecte de données. Évidemment, ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Donc, si, vous avez l'habitude d'utiliser d'autres applications, heu, celles-ci sont pas forcément,
les seules à exister sur le marché et être performantes. Voilà, il fallait que j'en note, voilà, je me suis limité, là j'en ai mis 8. Je ne vais pas vous en donner 250. Pour être pertinent, j'ai voulu limiter le nombre, mais sachez qu'il y en a d'autres sur le marché. Je vous ai mis donc des logiciels qui permettent de faire de l'analyse d'audience. Hein, donc vous connaissez toutes et tous Google Analytics. J'en ai mis d'autres qui sont vraiment spécialisés dans la collecte de données, mais plus pour l'aspect, on va dire, définition de stratégie marketing. Et c'est Piano Analytics et Mixpanel. SEMrush, donc ça va être analyse du comportement de recherche en ligne des gens. Hotjar, c'est une plateforme d'analyse de l'expérience client. Donc ça peut être aussi vachement intéressant pour savoir comment les clients réagissent sur vos applications, vos sites internet, et même on parle d'expérience client physique. Hein, avec les points chauds, les points froids dans votre boutique, etc. Donc, il y a vraiment moyen de faire plein de trucs avec Hotjar. C'est très complet et ça fonctionne bien. Social Mention, ça c'est plutôt l'impact marketing de votre marque sur les réseaux sociaux et la possibilité de récupérer des insights, hein, donc des points de vue des clients sur les réseaux sociaux, sur telle ou telle marque ou tel produit. HubSpot, donc ça c'est un outil CRM, hein, gestion relation client, mais qui intègre des outils d'analyse et d'organisation des données clients pour faciliter notamment l'exercice dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la création des personas, des buyer personas. Et puis je vous ai parlé de sondage et d'enquête en ligne, donc je me devais de vous mettre une application qui permet de le faire, donc ça s'appelle SurveyMonkey. Et c'est une plateforme qui vous permet de faire des enquêtes et des sondages de façon un petit peu plus sexy qu'en faisant un Google Form en gros. Voilà. Allez, on a parlé de proposition de valeur, on a parlé de collecte de données, on a parlé d'outils qui permettent de collecter des données sur vos clients. Et maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on procède pour mettre tout ça en musique. Alors, définition. Le persona, qu'est-ce que c'est? C'est une personne fictive, d'accord, qui représente un groupe cible. Et lors de l'élaboration de ce persona, cette personne fictive se voit assigner une série d'attributs qui enrichissent son profil pour mieux exprimer les caractéristiques du groupe cible. D'accord. Les attributs, vous vous rappelez, on les a segmentés tout à l'heure hein, sur mon schéma en 4 parties. D'accord. Donc, on avait les critères géographiques, les critères démographiques, pardon, les critères psychographiques et les critères comportementaux. Donc, grâce à ces caractéristiques, on va pouvoir créer des scénarios d'utilisation d'un produit ou d'un service et à partir de là, définir une stratégie de positionnement, de promotion ou de distribution. La méthodologie pour créer un persona, elle est relativement simple, mais il faut bien respecter les différentes étapes. La première étape, ça va être d'analyser les données que vous avez collectées. La phase de collecte vous a permis d'obtenir de nombreuses informations très précieuses. L'objectif maintenant, c'est de réussir à les compiler, à croiser les données pour essayer de mettre en évidence des tendances. D'accord. Et c'est de cette façon dont vous pourrez identifier des groupes de personnes qui ont des caractéristiques communes. Et chacun de ces groupes correspond à un persona. Alors attention, c'est vrai que ça paraît rien ce que j'ai dit, mais sincèrement, compiler et croiser les données de ce que vous avez réussi à récupérer et à collecter, c'est pas forcément facile. Voilà. Vous pouvez le faire en utilisant des programmes informatiques, vous pouvez le faire de façon empirique à la main, mais l'objectif est toujours le même, essayer de trouver des groupes qui ont des caractéristiques en commun. Et ça va vous permettre de segmenter, de créer des personas. Alors souvent, on se pose la question de combien est-ce qu'il faut que je définisse de personas? Alors déjà, concrètement, faire un persona, ça prend du temps et c'est long. Donc, définir le nombre de personas, c'est une des étapes qui est la plus difficile parce qu'on va vouloir toujours faire au mieux, mais rappelez-vous,
le conseil que je vais vous donner, ne dépassez pas 5 personas. Même 3 déjà, c'est pas mal. D'accord? S'il y a que quelques attributs qui diffèrent entre 2 segments, eh ben, mieux vaut n'en faire qu'un seul, hein, plutôt que de faire trop de segments. Heu et puis limiter le nombre de personas, ça permet de se concentrer sur les profils qui présentent le plus fort potentiel. En gros, il vaut mieux 3 personas bien conçus que 20 faits à la va-vite. Voilà. Et puis, d'un point de vue aussi opérationnel, si vous avez moins de profils types, bah, vous allez pouvoir faire des actions marketing qui sont plus diversifiées et plus spécifiques pour, chaque segment, marketing. Si vous commencez à avoir 20 personas, au bout d'un moment, vous allez vous mélanger les pinceaux, ça fait beaucoup trop. Je vous dis déjà 3 personas bien conçus, il y a beaucoup de travail. Donc n'ayez pas les yeux plus gros, que le ventre. Allez, quels moyens on va utiliser, pour, maintenant, créer, un persona? Donc vous avez les datas, vous avez, identifié, des groupes qui ont des caractéristiques communes. Maintenant, je vais essayer de donner vie à mon persona, d'accord? Et je vais pour ça utiliser un moyen classique que vous connaissez qui est le, QQO-QCP, donc qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Alors qui est mon personnage? Quoi, c'est quelles sont les motivations de mon personnage? Où est-ce qu'il évolue? Quand est-ce qu'il est susceptible, d'entrer en contact avec mon entreprise, avec mes produits, avec mes services? Comment est-ce qu'il procède en règle générale pour résoudre ces problématiques? Et pourquoi ce persona, choisirait-il mon produit plutôt qu'un autre? Hein, on se rappelle toujours la proposition de valeur. Qu'est-ce qui fait que mon persona, il préfère venir chez moi et pas chez le concurrent? Alors, qui est mon personnage? Donc là, on va essayer de se poser la question, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un adolescent? Voilà, quel âge a-t-il? On va, parler de son parcours professionnel. Est-ce qu'il est en formation? Est-ce qu'il a des diplômes? Est-ce qu'il est en poste? S'il est en poste, s'il travaille, dans quel type de société il travaille? Dans quel secteur d'activité? On va parler de sa personnalité. Donc je fais un point juste après sur la personnalité. Quelle est sa situation maritale? Est-ce qu'il a des enfants? Quels sont ses centres d'intérêt? Alors pour la personnalité, je me devais de, vous parler, de ce qu'on appelle le MBTI, le Myers-Briggs, Type Indicator, qui est une méthode, qui est utilisée par les psychologues pour déterminer la personnalité d'un sujet. Alors cette méthode, elle est, pas forcément très facile à utiliser. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de remplacer, et de faire le travail d'un psychologue, mais je voulais juste vous en parler pour vous permettre d'identifier les différents types de personnalités qui peuvent exister et au moment où vous allez essayer de travailler sur, votre persona et pour, essayer de vous faire un petit peu, une idée de comment fonctionne, ce type de personne, je pensais que c'était intéressant de parler du MBTI. Donc en fait, cette méthode, elle se base, sur 4 paires de préférences. Donc vous avez, la fonction principale et la fonction auxiliaire, le processus décisionnel inconscient et le processus décisionnel conscient. Alors je vais vous détailler. Les fonctions auxiliaires, fonctions principales. Donc la fonction auxiliaire, vous avez le choix entre l'extraversion et l'introversion. Donc l'extraverti, c'est une personne qui va plutôt, avoir tendance à aller au contact du monde, et l'introverti, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir tendance à aller chercher, son énergie dans des moments de calme et de repli sur lui-même. La fonction principale, vous avez le choix entre le jugement et la perception. Donc les personnes qui sont dans le jugement, elles vont être à la recherche de structure, de prévisibilité, de continuité. Ceux qui sont dans la perception, ils sont plutôt dans l'adaptabilité et la variabilité. Et après vous avez les 2 processus, décisionnels. Donc le processus, décisionnel inconscient. Donc là, au niveau de la sensation,
c'est quelqu'un qui va percevoir les informations de façon plutôt sensorielle et séquentielle et qui s'intéresse à la réalité factuelle et tangible. Alors que celui qui va être sur l'intuition, il va plutôt essayer de faire le lien entre les informations et les possibilités à sa disposition et à se projeter dans le futur. Pour le processus décisionnel conscient, on va avoir 2 types de personnes, ceux qui vont fonctionner par la pensée, donc qui prennent des décisions basées sur des critères logiques, et ceux qui vont plutôt être dominés par les sentiments et qui vont prendre des décisions basées sur des critères subjectifs. Et en fait, si on combine, tout ceci, on va arriver sur différents types de personnalités. Alors je vous ai mis là les 8 types principaux. Donc vous avez, les ingénieurs qui sont plutôt, sur l'intuition, la pensée et la perception. Voilà, les coordinateurs, les avocats, les mentors, les conservateurs, les gestionnaires, les amuseurs, les opérateurs. Donc si, vous voulez rentrer dans le détail, vous pouvez aller regarder. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est juste que, quand on parle de MBTI, on est sur 16 types de personnalités. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je vous en ai mis que 8 ici? Eh bien c'est parce que pour chacune des personnalités que je vous présente ici, il y a une version qui est dans l'introversion, hein, et une version qui est dans l'extraversion. Si je prends par exemple le type ingénieur, l'inventeur, il va être plutôt extraverti, d'accord? Et l'architecte, il va être plutôt introverti. Voilà, donc ça permet de définir des types de personnalités. Assez intéressant, le modèle MBTI à creuser. Ne rentrez pas trop dans le détail non plus, hein, on n'est pas en train de faire de la psychologie, mais ça peut vous donner des éléments pour identifier, des types, de fonctionnement et des, types de personnalités, chez vos clients. Allez, on passe au quoi? Donc ça, c'est les motivations de mon persona. Donc en gros, quels sont ses besoins et ses motivations d'achat? Alors encore une fois, hein, j'aime bien présenter des outils concrets, faciles à utiliser. Donc là, c'est un outil ultra connu que vous connaissez peut-être, qui est, l'outil Soncas. Heu et l'objectif de cette méthode, de cet outil, c'est de pouvoir travailler sur votre proposition de valeur et accessoirement d'identifier, du coup, les besoins, de vos personas. Donc là, vous allez faire pierre deux coups. Non seulement vous, savez quels sont les besoins de votre persona, mais en plus vous allez pouvoir, vous en servir pour, affiner et affûter votre discours commercial. Donc, on identifie les besoins en amont et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre, de la méthode SONCAS, il faut savoir que vos personas, vos clients, vos prospects, ils sont tous plus ou moins, heu, sensibles à certains leviers. D'accord? Donc son cas, ça signifie, pardon, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, environnement. Voilà. Vos personas sont tous plus ou moins sensibles à l'un de ces leviers. Alors si on commence par la sécurité, eh ben, je me suis permis de vous mettre la pyramide de Maslow, hein, qui est un outil aussi, très intéressant. C'est une méthode de hiérarchisation des besoins et on va avoir en bas les besoins, les plus importants et on va monter, vers le haut de la pyramide qui sont les besoins, «les moins importants» entre guillemets. Donc la sécurité, si vous voyez dans la pyramide de Maslow, c'est le deuxième besoin fondamental de l'homme. Voilà. Donc si, vos clients ont des besoins en termes de sécurité, ça nécessite, de lui apporter des preuves tangibles de la qualité de votre produit ou de votre service. Ensuite, l'orgueil. Donc là, votre client, il cherchera à être valorisé et à se comparer aux autres. D'accord? Il aura tendance à vouloir le meilleur produit, le meilleur service, et ce, peu importe le prix. Voilà. En gros, c'est le voisin qui veut avoir la plus grosse bagnole du quartier. Hein, c'est un peu ça. C'est un peu stéréotypé, mais c'est pour essayer de vulgariser.
Et donc là, évidemment, ce genre de clients, hein, qui, ont un besoin dans l'orgueil, il sera sensible au positionnement haut de gamme et au caractère exclusif de vos offres et de vos services. Nouveautés. Alors ça, ce sont les clients qui sont friands, d'innovation et de nouveautés, voilà, comme son nom l'indique. Donc en gros, on cherche à se procurer le dernier, gadget ou le dernier, téléphone avec, les, nouvelles fonctionnalités, d'accord? C'est quasiment semblable à ce que vous possédez, à ce que ce client possède déjà, mais il y a deux-trois petites fonctionnalités supplémentaires. Donc là, je ne stigmatise personne, mais en gros, vous avez, des gens qui sont fans de la marque Apple. Et dès qu'il y a un nouvel iPhone qui sort, hein, il y a deux nouvelles fonctionnalités, mais il leur faut. Voilà, c'est ce type de client. Donc ce type de client, il est particulièrement friand des avant-premières, des keynotes, des bêta-tests en ce qui concerne les applications, des accès anticipés, ce genre de choses. Il lui faut le dernier truc qui est sorti. Voilà, ça, c'est un besoin, il y en a des gens comme ça. Alors, le confort. Donc là, en fait, c'est un client qui, lui, il est au compte, c'est quasiment l'antithèse de celui qu'on vient de voir et qui aime la nouveauté. Non, le confort, lui, il n'aime pas le changement. Et il fera tout pour rester dans sa zone de confort, que ce soit d'un point de vue matériel ou d'un point de vue psychologique. Donc là, c'est un type de client qui est très difficile à convaincre parce que bah, il n'a pas envie de changer, hein. C'est sa nature intrinsèque. Par contre, c'est un type de client qui est ultra fidèle. Donc difficile à conquérir, mais par contre, une fois que vous l'avez, bah, vous l'avez pour très longtemps. Argent, donc là, c'est les clients qui sont concernés par le prix et qui vont, faire tout ce qu'ils peuvent pour réduire les coûts au maximum. Donc là, il va chercher tout ce qui est disponible sur le marché et il va s'intéresser à ce qu'il y a de moins cher et ce qu'il y a de mieux en, rapport qualité-prix. Hein, ils vont aller, comparer et voir, à combien il y a moyen d'avoir, le produit. Donc ça, c'est des gens qui vont être effectivement, heu, le critère numéro un, c'est le prix. Il faut que ce soit pas cher. Après, vous avez, le besoin sympathie. Donc ça, c'est un client pour qui la relation avec le vendeur, a une grande importance. Il va chercher une relation de proximité. Il a besoin de tisser un lien de confiance avec son fournisseur, avec l'entreprise avec laquelle il va contractualiser. Donc ça, c'est le type de client qui a besoin d'être assuré et qui a besoin d'être accompagné durant tout le processus de vente. Et puis enfin, récemment et heureusement, on a le point environnement qui vient se rajouter au traditionnel son casse. Donc maintenant, on dit son case, mais bon, peu importe, c'est un petit détail, mais on rajoute le E à la fin. Ça, c'est des clients qui sont soucieux du contexte environnemental et qui ont envie de limiter leur impact en tant que consommateur. Donc ça, c'est des clients qui vont privilégier l'artisanat, qui vont privilégier des circuits courts et qui sera sensible à la provenance et au processus de fabrication de son produit. C'est un type de client qui apprécie la qualité et l'authenticité des produits ou des services qu'elle consomme. OK, donc ça, c'était la définition des besoins avec la méthode SONCAS. Maintenant, on va se poser la question de où évolue mon persona. Là, l'objectif, c'est de savoir où est-ce qu'il habite. Est-ce qu'il habite dans une métropole, dans une ville, une grande ville, à la campagne? Est-ce qu'il est propriétaire ou est-ce qu'il est locataire? Est-ce qu'il habite dans un appartement? Est-ce qu'il habite dans une maison? Quel est le climat de la région dans laquelle il habite? Est-ce qu'il est plutôt, climat, océanique? Est-ce qu'il est, plutôt, climat continental? Est-ce qu'il est dans le sud de la France? Est-ce qu'il est à l'ouest? Est-ce qu'il est au nord? Et aussi on va se poser la dimension de, la culture et de la tradition dans cette région. Ça, c'est, relativement important, hein. Vous n'allez pas, proposer, le même type, par exemple, de mobilité à quelqu'un qui habite en métropole et quelqu'un qui habite à la campagne.
Quelqu'un qui habite à la campagne, malheureusement, il va avoir besoin d'un véhicule type thermique parce qu'il va faire beaucoup de kilomètres, hein, ou hybride. Voilà, il a besoin de faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Donc, il ne peut pas se contenter d'avoir juste une trottinette électrique, hein, ça ne va pas être suffisant. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut essayer d'évaluer. En revanche, ce client, il va avoir une maison avec probablement un terrain plus grand, donc il aura sûrement besoin pour tondre sa blouse d'un tracteur tondeuse et pas juste d'une petite tondeuse électrique. Voilà, vous allez pouvoir comme ça vous faire une idée des besoins de votre persona en vous posant ce type de questions. Allez, la question numéro 4, le quand. Donc là, c'est quand est-ce que le persona il rentre en contact avec mes produits. Donc ça, c'est une question de timing et contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, ce timing est important. L'objectif, c'est de se dire quand est-ce que le persona il essaye de trouver une solution à son besoin. Est-ce que c'est quand il est au boulot, au travail? Est-ce que c'est quand il est dans le cadre personnel, quand il est le soir en famille, le matin tôt quand il se réveille ou seul en journée? Voilà, on essaye de se poser un peu la question de quelle est sa journée type quand il est au travail et quand il est en congé. Alors là, cette notion de travail-congé, c'est intéressant si, par exemple, vous, vendez, je ne sais pas, par exemple, vous faites de l'œnotourisme, vous allez essayer d'interagir avec des gens qui vont être en congé. Parce que les gens qui sont au travail, hormis dans le cadre peut-être de team building, ces gens-là, c'est pas trop votre cœur de cible. Donc vous vous posez cette question de timing. Et vous allez essayer de savoir comment est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec ces gens qui vont essayer de chercher des solutions à leurs problématiques. En gros, pour vous donner un exemple, une personne au bureau, elle va plutôt avoir tendance à chercher des informations précises avec son navigateur et son moteur de recherche, alors que la personne qui rentre du travail le soir, ça va plutôt être au moment où elle fait un petit tour sur les réseaux sociaux pour se détendre, que vous allez pouvoir rentrer en contact avec elle. Alors, comment? Donc là, on va se poser la question de quel est le cheminement du persona. Et il faut essayer de se poser la question de comment le persona il s'est retrouvé face à votre produit. Voilà. Donc là, on sait de qui on parle, hein, on connaît ses besoins parce qu'on les a identifiés et également ses objectifs. Et on va essayer maintenant de raconter carrément une histoire. Donc c'est l'histoire de votre persona qui le mène à acheter un de vos produits. Est-ce que, justement, j'en parlais à l'instant, c'est via une recherche internet qu'il est arrivé sur votre site web et qu'il a trouvé un produit qui convenait à sa problématique du moment? Est-ce que c'est via une publication sur un réseau social? Est-ce que c'est sur un forum de discussion? Est-ce que c'est en discutant avec quelqu'un dans la rue? Voilà, il faut essayer de se poser ce genre de questions. Et enfin, on finit toujours par la proposition de valeur. Donc la proposition de valeur, c'est je fais parler mon persona et j'essaie de lui faire dire pourquoi est-ce qu'il a choisi mon produit, pourquoi est-ce qu'il a choisi mon service plutôt que ceux de la concurrence. Voilà, qu'est-ce qui fait ma différence par rapport aux autres produits du marché? Ça, c'est une vraie question que je pose systématiquement et que tout tout conseiller entreprise doit poser à l'entrepreneur qu'il a en face de lui, notamment les créateurs d'entreprise. C'est quelle est votre proposition de valeur? Et vous seriez surpris que la plupart du temps, les gens n'ont pas de réponse à cette question. C'est-à-dire qu'ils ont déjà pensé à la suite et ils n'ont pas vraiment, dans la conception stratégique, de leur offre, commerciale et marketing, ils ne se sont pas tout de suite posé la question de: «Est-ce que, il y a un vrai besoin sur, ce secteur-là? Et quelle est ma valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà?» Voilà, vous pouvez essayer d'élaborer un témoignage qui décrit ce que le persona pense de votre produit et également essayer de penser aux objections, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait le retenir de passer, à l'acte? Ça vous sera bénéfique pour essayer d'améliorer,
votre offre. Alors, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, hein, au QQ, au QCP, je vous donne quand même un petit conseil méthodologique concernant la création des personas. Donc en gros, créer un persona cohérent, c'est un peu comme travailler une enquête policière, hein. Vous disposez d'un faisceau d'indices, ce sont les données que vous avez collectées, et ensuite vous devez trouver le mobile du crime et le modus operandi. D'accord? Donc essayez dans la mesure du possible de travailler en équipe. Alors, je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde parce qu'il y en a, certains d'entre vous qui sont, seuls, hein, des freelances, solo, mais c'est pas pour ça que vous pouvez pas trouver quelqu'un qui peut essayer de vous aider, hein. Pourquoi est-ce qu'on essaye de travailler en équipe quand on définit des personas? C'est pour essayer de gommer au maximum les biais cognitifs que votre cerveau essayera inévitablement d'utiliser lorsque vous réfléchissez. D'accord? Et je vous l'ai déjà dit, hein, on les a présentés, en début d'atelier sur les erreurs à ne pas commettre. Et beh, souvent, on va essayer de se dire, «Alors comment est-ce que moi, je procéderais dans cette situation-là?» Il faut essayer de bannir ça de votre réflexion. Consignez bien toutes vos idées et toutes les données que vous avez collectées, dans un tableau ordonné. L'objectif, hein, c'est que, créer un persona, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc il faut y aller progressivement, il faut bien, consigner toutes les informations et les décisions que vous avez pu prendre dans des tableaux, pour ensuite passer à cette phase de création du persona. Hein, le persona, ça doit être une fiche qu'on doit pouvoir reprendre et réutiliser pour mettre en place ces actions marketing, ultérieurement. Alors du coup, ben, on va, en parler, hein, de comment est-ce qu'on fait pour créer un persona. Normalement, il reste 5 minutes et on est dans le bon timing. Donc si vous avez des compétences en infographie, hein, si vous savez utiliser, Photoshop, Illustrator, si vous savez utiliser GIMP, bah, vous pouvez le faire à la mano, hein, votre persona et mettre, en page vous-même, la fiche. Si c'est pas le cas, je vous ai mis des outils qui sont disponibles en ligne. Encore une fois, c'est pas les seuls, mais ceux-là, j'ai regardé, en détail et ils permettent de faire des choses très intéressantes. Donc voilà, vous avez Xtensio, vous avez, notamment Sowecom.com qui est un générateur de persona marketing. Donc en fait, là, c'est carrément un formulaire. On vous pose des questions et vous répondez aux questions et ça vous fait, le persona directement. C'est assez intéressant. Vous verrez qu'il y a, certaines questions, que j'ai traitées dans cette présentation, d'autres, qui n'y sont pas, hein. Je les ai traités aujourd'hui, mais vous n'allez pas les retrouver. Donc vous pouvez tester, ça vous permet ça a au moins le mérite de vous donner un fil conducteur. Comme ça, vous ne vous perdez pas dans la démarche. Alors j'ai regardé vite fait aussi UserForge, j'ai regardé l'outil de HubSpot dont on a parlé, tout à l'heure. Il y a UXPressia aussi, que j'ai, trouvé intéressant. Et puis le fameux Canva, hein, que vous connaissez peut-être et que vous utilisez aussi, pour faire, des visuels. Bah, Canva, il a, tout un panel, de modèles, qu'il ne reste plus qu'à personnaliser. Donc une fois que vous avez le tableau dont je vous ai parlé, sur le slide d'avant avec, toutes les informations, les différents attributs, les critères, les besoins et cetera, bah, vous allez pouvoir personnaliser votre, persona. Et donc un persona, ça ressemble un petit peu à ceci. Donc vous allez essayer de donner vie, à votre personnage fictif et vous allez essayer de, représenter un des segments, classiques de votre clientèle. Mine de rien, même si effectivement, on peut se poser la question concrètement de est-ce que, c'est vraiment utile, de faire des personas? Et la réponse est oui.
Parce que même si vous n'avez pas une structure qui fait que vous allez capitaliser au quotidien sur la réalisation d'actions marketing très ciblées pour vos différents types de clients, ne serait-ce que mieux connaître le profil de vos clients, c'est un avantage pour pouvoir lui proposer des solutions adaptées à ses besoins.